Bonjour, je vous retrouve pour le bilan du Cocorico Challenge, donc le bilan de ce challenge qui s'est déroulé du 1er septembre au 30 novembre, créé par Lucie et Pénélope. Et l'idée c'était de lire des autrices, donc auteurs-autrices francophones autour de la SFFF, donc fantasy, fantastique et science-fiction. Et il y avait des catégories là-dessus. Je reviens vers vous parce que c'était un challenge très plaisant à faire, c'était la première fois que je le faisais réellement. Et en fait je me suis rendu compte que malgré tout, je lisais quand même pas mal de SFFF francophones et que c'était pas si difficile au final de compléter ce challenge. Donc en fait c'était une bonne découverte ou en tout cas une bonne confirmation pour moi. Deuxièmement, et c'est vrai que là les Utopiales m'ont beaucoup aidé parce que j'ai acheté énormément de livres, forcément de SFFF mais surtout francophones, et donc ça m'a permis comme ça en switchant mes lectures de valider le Cocorico Challenge. Donc je suis pas peu fière. Je suis toujours très contente de pouvoir mettre en lumière, alors à une modeste échelle, mais c'est vrai que ce challenge y contribue largement, des autoristes francophones et de pouvoir faire découvrir la SFFF francophone qui est vraiment très diverse et où il y a forcément un livre qui va tenter une personne particulière. Et donc je suis très contente de ça. Bref, en ce qui concerne le Cocorico Challenge et les 12 catégories qu'il fallait remplir, je les ai quasiment toutes remplies, vous allez voir. Le seul petit problème, le formuler comme ça, c'est que j'ai pas du tout respecté ma palle. Mais bon, c'est pas grave, c'était plutôt une pioche à lire, une suggestion de palle. L'essentiel, c'est que je me suis fait plaisir, que j'ai lu des auteurs et des autrices francophones et que dans l'ensemble, ce Cocorico Challenge est validé. Je dis dans l'ensemble parce que vous allez voir. Premièrement, j'ai pas respecté les trois thématiques qu'il y avait, une par mois. Je crois que j'ai respecté que celle de septembre, mais que j'ai faite en octobre, à savoir lire un livre de la rentrée littéraire. Donc ça, je l'ai peu fait. Pareil pour le décompte des objectifs personnels avec le nombre de points que ça pouvait débloquer. Tout ça, je ne l'ai pas fait. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pâle, j'allais très vite perdre le fil et j'ai même pas en fait commencé. C'était pas quelque chose qui m'a intéressé. Moi, j'avais vraiment envie de faire une pâle, de la remplir et de voir si j'allais la respecter. Et le coloriage, j'ai toujours pas pris le temps de le faire alors que j'étais très contente et enthousiaste à l'idée de ce coloriage. Je l'ai imprimé. Il est prêt à être fait, mais je vais me garder ça pour des vacances un peu moins chargées pour me garder un petit peu ce plaisir et peut-être prolonger le Cocorico Challenge. Bon, on arrive à la pâle. Est-ce que j'ai respecté? Qu'est-ce que j'ai lu ou pas? Je vais pas être très longue sur est-ce que je les ai lus ou pas, et surtout sur les résumés, je vous renverrai à mes vidéos bilan lecture parce que sinon ça va durer très longtemps. Il faut savoir qu'il me reste quelques jours vraiment avant la fin de ce challenge, mais pour des calendriers YouTube, c'était mieux ainsi. Donc dans le premier grand menu, à savoir Dark Academia, il fallait lire pour la première catégorie qui s'appelait Tweed, un livre en rapport avec l'école, l'hiver, l'automne, quelque chose de sombre avec des couleurs automnales et en lien avec la nostalgie, et j'avais mis La Cour des Ténèbres, le tome 1 de Victor Dixon que j'avais adoré. Et pareil, je vous renvoie à mon bilan lecture du mois de septembre. Deuxième sous-catégorie plume, il fallait lire un livre en lien avec la correspondance, les échanges, le roman choral, et j'avais prévu de lire Absolu, le tome 3 de Margot Dessaigne que j'ai lu, belle pavasse. Je vous renvoie à ma vidéo où j'en parle plus longuement, à savoir qu'est-ce que je lis au retour des Utopiales. Et la troisième sous-catégorie de ce menu, c'était livre ancien. Et il fallait lire un classique, un livre en lien avec les bibliothèques, des réécritures, des mythes, des voyages dans le temps, des reliques ou un livre doré. Et j'ai un petit peu triché parce que pour deux raisons, en fait. Un, je n'ai pas lu le livre prévu qui était Oedipe sur la route de Henri Beauchot, qui est, peut-être que vous l'avez vu, encore dans ma palle pour le challenge palle ultime. Bref, là, j'ai triché parce que le livre, ça parle un peu de mythe, mais c'est pas une réécriture de mythe, et c'est tout. En fait, il fallait que je remplisse cette catégorie et j'avais un autre livre de SFFF francophone lu, et du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre dedans, bref. Et donc,
j'ai mis, et c'est pour ça que je triche parce que au marque-page, vous le voyez, je l'ai pas totalement fini encore. Donc le livre d'Aurélie Wellenstein, L'épée, la famine et la peste, le tome 1 que j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Et donc là pour l'histoire, vu que j'en ai encore pas parlé sur cette chaîne, on est dans un royaume assez particulier, assez sombre, qui lutte contre une sorte de malédiction qui, attention trigger warning, sont apportées par des sortes d'araignées qui vont en fait tisser des toiles, et chaque araignée peut donner des pouvoirs différents ou des malédictions différentes. Et en fait, à cause de ça, ce royaume sombre de plus en plus vers une sorte de ténèbres, de quelque chose de très sombre. Et nous, on va suivre 3 personnes assez différentes, mais dont les péripéties vont finir par les lier, à savoir Erin, qui est une taranta. Donc en fait, elle serait mordue, piquée par une de ces araignées, et elle deviendrait une sorte de sorcière. On suit Kilian, choisissez votre prononciation, pour une fois que je connais les prénoms vu que je suis en train de le lire, bref. Donc Kilian, qui un jour revêt un casque, un homme en forme de loup, et il se transforme peu à peu en loup-garou. Et le 3e personnage qui est Sullivan, c'est un ancien soldat de l'Inquisition, et l'Inquisition c'est en fait un groupe qui va à la fois faire des croisades pour aller vaincre un des autres royaumes, un royaume plus lumineux mais en fait qui vénère le culte de cette femme déesse araignée. Donc peut-être qu'il y a un lien, je sais pas encore au moment où j'en suis, entre le fait que le royaume qui ne vénère pas, qui n'a pas pour culte cette femme araignée, sombre petit à petit dans un peu un âge sombre, les ténèbres, versus l'autre royaume qui a l'air très lumineux. Bref, je ne sais pas. Et donc Sullivan est un ancien soldat de l'Inquisition, et en fait au moment où il veut en finir avec sa vie, il va découvrir dans l'œil d'un cerf que son fils est retenu prisonnier, son fils de 6 ans. Et en fait ces 3-là sont en quête de réponses, en quête aussi de manière de mettre fin à leur malédiction, et je trouve le trio plutôt attachant. Moi ce qui m'intéresse réellement, et c'est étrange parce que c'est pas ça en général qui m'intéresse dans les romans de SFFF, c'est l'univers qu'elle a créé. Je suis vraiment très impressionnée par cet univers, ça m'intéresse énormément, même si je suis pas hyper fan des araignées, mais là elle m'intrigue beaucoup, j'ai envie d'en savoir plus. Et ces 3 personnages finalement sont attachants, et même s'il y a une ou deux petites facilités narratives, enfin surtout une, l'univers me plaît tellement que je dévore le livre. Je l'ai commencé il y a 2 jours et je suis déjà à la page 350 sur 500, donc il sera fini là prochainement. Et donc on peut dire que j'ai validé le premier menu Dark Academia. Deuxième menu, c'était Light Academia, et je me rappelle qu'au moment de faire ma palle, c'était le menu qui m'inspirait le moins, et je vous avais dit je sais pas trop ce que ça révèle de moi, mais le fait est que j'ai eu un petit peu du mal à remplir ce menu, et finalement c'est le menu où j'ai eu le plus de mal à valider. Bref, la première sous-catégorie, c'était le mot tasse, et il fallait lire un livre cosy, réconfortant, doudou, crème, enfin de couleur crème, ou qui a trait à la joie. Et j'avais mis Imlis d'Emmanuel Chastelière, qui me plaît toujours, qui me donne vraiment très envie, et que j'ai pas lu. Et j'ai donc lu Conjuration de Blouen Guillou, le tome 1 qui s'appelle Otage de l'Empire. Je l'avais vu passer notamment sur la chaîne de Lucie Allu, et il m'avait donné vraiment très envie, notamment parce qu'on parle de ma période historique préférée, la Rome antique, et que franchement moi dès qu'on parle de cette période historique j'achète, je pense que ça va me plaire, et donc je l'ai acheté aux Utopiales. Une petite dédicace ma foi fort sympathique, et l'autrice a été vraiment très marrante, très drôle, et j'ai passé un bon moment à ce moment-là. Par contre à la lecture ça a été un petit peu moins le cas. En fait j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ce livre, et j'y reviendrai, mais que l'écriture manquait de fluidité, et en fait il y avait énormément de répétitions, et je trouvais que ça cassait le rythme. En fait ces répétitions revenaient sur des détails qu'on avait bien compris et qui étaient certes importants pour la suite de l'histoire, mais en fait à nous les répéter à chaque fois, c'était comme si on revenait en arrière, et déjà qu'il se passait pas grand chose dans le récit, c'était assez lassant, assez décevant comme rythme d'écriture. J'aurais dû commencer par le résumé. En fait dans cette histoire on va suivre Livia qui est une otage, parce qu'en fait le royaume d'Urbs
qui est l'équivalent de la Rome antique, du royaume romain, de l'empire romain de l'époque, va s'expandre, faire des conquêtes, et vous savez, à l'époque, il y avait une politique d'assimilation très forte. L'idée étant que les envahisseurs volaient littéralement les enfants des nobles locaux. Comme ça, il les éduquait comme des Romains et après, il les renvoyait dans leur province natale pour les diriger. Et du coup, par assimilation et imitation, les autres personnes allaient adopter les us et coutumes romaines. Et donc, ça allait à la fin pacifier les relations et surtout diluer les habitudes, les traditions locales. Et donc ici, on a Livia qui subit ce système-là et elle est élevée comme une otage et l'héritière du trône qui est Agrippine. Les deux se vouent une haine incommensurable et Livia est amie avec le frère d'Agrippine, donc Caius, et aidée de son amant Cassius. Tout ça, ça n'aide pas, les prénoms. Elle va décider d'empoisonner Agrippine et on a les complots politiques pour mettre en fait le frère et donc son futur mari sur le trône de cet empire d'Urbs. Voilà pour l'histoire. Donc je vous disais, j'ai trouvé que le rythme était un peu coupé. Bon, bref, j'étais déçue par le rythme. Cependant, il y avait des choses intéressantes. Tout d'abord, et c'est ça que j'ai vraiment retenu, et c'est ce que nous a dit en fait l'autrice lors de la dédicace, c'est qu'elle avait envie d'inverser les stéréotypes de genre et ça marche vraiment bien. On a des femmes fortes, badass, intelligentes, rusées, machiavéliques, vicieuses, paranoïaques. Enfin, on a des qualificatifs qui sont d'habitude associés au pouvoir et surtout au pouvoir masculin. Et ici, c'est des femmes qui l'ont. Et c'est elles qui dirigent en fait ce royaume, cet empire. Et à l'inverse, on a des garçons assez effacés, gentils, émotifs, qui sont pas des qualités que l'on voit d'habitude chez les garçons. J'avoue que cette inversion des stéréotypes marche vraiment bien et est très intéressante parce que le message est forcément politique et féministe, mais du coup c'est pas le cœur du livre, enfin le cœur n'est pas ça, et en fait c'est tellement agréable de lire des personnages qui sortent des stéréotypes de genre que ça m'a bien plu. Deuxième point positif que j'ai aimé, c'est l'usage de la magie dedans. En fait la magie c'est quelque chose de prohibé car dangereux, très dangereux. En fait c'est comme si on avait un réservoir de magie et que quand on l'utilisait pleinement, on mourait à la fin avec, pendant tout le processus d'utilisation, une sorte de dégénérescence du corps et de l'esprit, donc quelque chose de vraiment très dangereux. On comprend comment cette magie va avoir un impact sur l'histoire, je vous laisserai découvrir ça, et ça c'était plutôt intéressant comme procédé pour amener la magie, justifier son usage très limité. En ce qui concerne les intrigues quand même politiques entre les deux femmes, pareil, j'ai trouvé qu'elle manquait un petit peu de rythme. Il y a plein de choses que j'ai vues arriver bien avant. Les révélations de la fin, il y a un tome 2, pardon, c'est une duologie, j'aurais dû commencer par là. Sente le tome 2 à plein nez, j'y crois absolument pas aux révélations de la fin. Enfin, je ne pense pas que l'un des personnages ait pu faire ça. Peut-être que je suis dans le déni, bien sûr. Ça m'a pas trop paru crédible, ces tenants et aboutissants politiques. Je vais pas continuer cette duologie, je peux me contenter de cette fin. En termes de tome unique, ça ira parfaitement. Je suis quand même déçue. Je vais essayer de redonner une chance à cette autrice parce que franchement, elle avait un potentiel qui aurait pu me plaire et je suis la première déçue, ma foi. Deuxième sous-catégorie, c'était le mot fleur et il fallait lire un livre en lien avec l'amour, l'amitié, le happy ending ou des couleurs pastel. Et j'avais choisi de lire Runburn, le tome 1 qui s'appelle Tyr, écrit par Ariel Holz, que j'ai lu, enfin que j'ai écouté, que j'ai pas du tout aimé, mais au moins c'est une catégorie validée et ça parlait effectivement bien d'amour et d'amitié. Et je vous laisserai aller voir dans mon bilan d'octobre en détail. Troisième sous-catégorie, c'était pinceau et il fallait lire un livre en lien avec l'art, l'optimisme, la créativité. Et j'avais mis La Cité des Dames de Christine de Pisan, toujours pas lu, mais du coup j'ai lu à la place Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon, La Cour des miracles, que j'ai adoré aussi vraiment, que j'ai lu en novembre. Et pour la petite histoire, on est dans la droite lignée des événements du tome 1. On a notre héroïne Jeanne, ou Diane en fonction de comment elle se fait appeler, qui accède à la fonction suprême de chevalière.
c'est pas exactement ça le nom, mais en gros elle fait partie de la garde du roi Louis XIV transformé en vampire. Le roi va lui confier une mission dans des conditions un petit peu rocambolesques que je vous laisserai découvrir parce que ça a son importance pour l'intrigue. Et donc la mission qu'on va lui confier à elle et à 2 autres chevaliers servants, c'est d'aller enquêter sur une dame qui se fait appeler Hécate avec le symbole de la lune. Donc vraiment on est sur une opposition flagrante et revendiquée à Louis XIV, le dieu, le roi soleil. Et cette dame Hécate, elle revendique la ville de Paris, elle veut devenir la reine de Paris et faire que cette ville fasse scission du royaume de France que le roi Louis XIV ne peut tolérer. Par conséquent, il envoie Jeanne ainsi que 2 autres chevalières enquêter et on en apprend en fait davantage sur la géopolitique de ce royaume, sur l'univers construit par Victor Dixon qui est vraiment très foisonnant. Finalement, Jeanne, elle en découvre aussi davantage sur le rôle de la fronde et de ces frondeurs-frondeuses qui veulent renverser le pouvoir, ce qu'elle avait déjà découvert dans le tome 1. Mais là, je trouve que c'est, vu que Jeanne grandit, plus mature. Et j'ai vraiment adoré ce 2e tome. J'adore l'idée de découvrir des choses en même temps que l'héroïne ou le héros du roman, sans que ça paraisse trop enfantin. Là, vraiment, effectivement, Jeanne, elle va découvrir des choses et qu'elle ne connaît pas, mais parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de connaître ça. Et je trouve ça plutôt crédible, la manière dont c'est fait. Et c'est ça que j'aime bien dans cet univers. Je le trouve assez original et je me suis attachée à cette Jeanne. Et il me reste un tome pour finir la trilogie principale et après il y a une duologie aux Amériques qui me tente vraiment beaucoup. Et donc j'ai validé le 2e menu Light Academia. 3e menu, mon menu préféré, Walk Academia. Et le premier sous-thème c'était Balance et il fallait lire un livre en lien avec l'égalité, l'antiracisme, la justice sociale ou un livre couleur argent ou qui traitait de l'argent. Et j'ai lu L'Empire des femmes de Cassandre Lambert et c'est ce livre-là qui m'a fait valider du coup la rentrée littéraire parce qu'à la rentrée littéraire il a été publié en poche. C'est une duologie, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte en poche, donc j'espère très rapidement et je vous renvoie également à mon bilan lecture du mois d'octobre. Mais sachez que la manière dont la matriarchie ici est créée, racontée, ça nous montre exactement les vicissitudes de ce patriarcat et la nécessité qu'on doit avoir de le combattre. Je trouve que vraiment le parallèle, le jeu de miroir est très bien fait et c'est un des meilleurs jeux de miroir que j'ai lu avec cette idée de créer une matriarchie pour montrer en quoi le patriarcat est nocif et pourquoi on doit avoir une égalité et tendre vers cette égalité. Bref, j'ai vraiment bien aimé. 2e sous-catégorie, c'était crayon de couleur et il fallait lire un livre en lien avec les LGBT, le handicap ou un livre de couleurs néon flashy avec des couleurs vives et j'ai lu le tome 2 d'Estelle Faye, Les Révoltés de Bohême que j'ai adoré. C'est une lecture qui va me marquer, vraiment qui m'a marquée et qui explique mon amour pour cette autrice, l'intelligence qu'elle met dans ce livre-là. Vraiment, je suis fan. Enfin, il n'y a pas d'autres mots. Encore une fois, pour plus de détails, je vous renvoie à mon bilan lecture, mais lisez cette duologie, Les Seigneurs de Bohême, parce que franchement, le cycle de Bohême, parce que franchement, c'est incroyable. Et 3e sous-catégorie, c'était fauteuil et il fallait lire un livre en lien avec le foyer ou les regroupements ou la communauté et j'avais prévu de lire Tabor de Phoebe Hadjimarkos-Clarke que j'ai toujours pas lu et que du coup j'ai basculé dans ma palle ultime, mais du coup j'ai lu Tiziri d'Alexiane Delis que j'ai adoré. C'est un livre qui traite effectivement de la communauté du foyer mais plus largement de l'écologie et on va suivre Asta qui est une jeune fille albineuse qui vit dans une communauté sous un dôme, quelque chose d'assez protégé et codifié, mais qui est aussi une chasseuse et qui est missionnée par sa communauté pour aller chasser à l'extérieur du dôme, ce qui est très dangereux. Et elle a donc une place assez ambivalente dans cette communauté parce qu'elle est à la fois reconnue et très reconnue pour ses talents de chasseresse, mais en même temps elle est albineuse, donc elle est rejetée. Lors d'une de ses missions de chasse, elle va tomber sur les autres, les écomères, qui sont l'autre population qui vit sur ce territoire
et dont on a appris aux humains à se méfier parce qu'ils voudraient la mort et l'annihilation pure et totale de ces humains. Et bon, vous vous en doutez, c'est pas exactement ce qui va se passer, et à travers les rencontres et la relation qui se noue entre ce peuple des Écomères et Astar, on a des discussions incroyables et des débats vraiment hyper intéressants sur la nature, sur l'écologie, sur qu'est-ce que ça veut dire que prendre soin de cette nature, avec deux visions qui s'opposent, et non pas dans une opposition un petit peu caricaturale ou un débat un peu stérile entre il faut protéger la nature et il ne faut pas la protéger, parce que bien sûr il faut la protéger, mais plutôt entre deux visions de comment la protéger et de quelle relation on doit mettre en œuvre entre les humains et cette nature. D'un côté, on a les humains humaines qui considèrent qu'il faut protéger la nature parce que c'est leur garde-manger et que sans elle, ils vont mourir et pourront plus se loger, se nourrir, etc. Mais du coup, il y a cette notion de protéger d'une manière durable pour pouvoir continuer à l'exploiter dans le temps. Et de l'autre côté, on a une vision plus anti-spécisme. Moi, je la qualifierais comme ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'a voulu prouver l'auteur ou raconter l'autrice, mais je trouve ça très intéressant comment cette vision des Écomères nous rapproche de cette vision anti-spécisme qui est importante. À savoir que la nature, ce n'est pas un réservoir de nourriture pour une population donnée, mais c'est plutôt un ensemble de relations entre des espèces sentantes, conscientes, et que du coup, de ce point de vue-là, il faut les protéger et il faut vivre en harmonie et ne pas considérer qu'il y a une espèce au sommet des autres et qu'à ce titre-là, elle a le droit de les dominer et de les annihiler. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et aussi, dans ce qui explique le pourquoi du comment on a une coexistence entre ces Écomères et ces humains humaines. On a aussi une critique de la société humaine actuelle avec les dégâts que nous causons à la nature, notamment le réchauffement climatique, etc. Et j'ai trouvé que la vision qui était faite des humains humaines était très intéressante pour nous questionner sur nos modes de vie actuels. Donc voilà, c'est une trilogie que je vais continuer avec grand plaisir prochainement. Et j'ai donc validé la troisième catégorie, la Vogue Academia. Et on passe donc à la quatrième menu, à savoir la Green Academia. La première sous-catégorie, c'était herbier, et il fallait lire un livre en lien avec la nature, la forêt, l'apprentissage, l'alchimie, les animaux, les insectes, ou un livre de couleur vert. Et j'aurais pu me mettre ici, et c'est initialement que je l'avais mis quand j'ai remodulé un peu ma palle au fur et à mesure du challenge. Mais donc, comme je vous disais, Tiziri d'Alexia de Lys. Et en fait, vers la fin du challenge, j'ai lu La dernière Amazone d'Estelle Faye, qui était le livre initialement prévu pour cette catégorie. Je n'ai pas aimé, j'ai pas détesté, mais j'ai trouvé que c'était... voilà, on parlait quand même très peu des Amazones, ce qui m'a quand même déçu. Mais effectivement, dans les moments où on parle des Amazones, on va parler de la nature, des animaux, mais sinon, sur tout le roman, c'est vrai que c'est un roman d'apprentissage pour cette petite Lydia à qui on lui enlève tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle croyait, toutes ses illusions pour la jeter dans le bain des adultes et lui dire que c'est la dernière des Amazones et que à ce titre-là, elle doit faire des choses exceptionnelles. Bref, deuxième sous-catégorie, c'était Globe, et il fallait lire un livre en lien avec les voyages, notamment les voyages en science-fiction, les voyages initiatiques, maritimes ou en lien avec les moyens de transport, l'anticolonialisme. Et j'avais prévu de lire La carte des confins de Marie Repelin, que j'ai commencé, j'ai écouté les 4 premiers chapitres et j'ai abandonné à ce moment-là du livre parce que vraiment j'ai détesté, j'ai pas d'autres mots. En fait, j'ai détesté parce que le personnage principal masculin était horrible, vraiment, il était exécrable. Il n'y avait rien pour le sauver, je l'ai trouvé sexy, je l'ai trouvé problématique sur plein d'aspects et j'avais pas trop l'impression que ça allait être dénoncé, ou en tout cas si le personnage allait changer, c'était parce qu'il allait côtoyer une jeune fille qui allait l'éduquer à ça, et en fait flemme, c'est pas le rôle des femmes de faire ça, et en fait cette histoire de changer le mauvais garçon en prince charmant, c'est assez toxique comme relation et j'avais pas envie de lire ça. Et deuxièmement, j'ai trouvé que c'était assez facile. Il avait besoin d'un truc, il faisait l'action et la probabilité de succès était proche de 100% à chaque fois. Et du coup, je trouvais ça facile dans les ficelles mises en place, enfin les ficelles narratives. Donc vraiment, j'ai pas du tout aimé et j'ai abandonné. Mais j'ai remplacé, je vous ai dit, c'était fini la triche. J'ai remplacé par un livre qui fonctionne vraiment très bien pour le voyage en science-fiction, vu que j'ai lu Entrer dans le monde de Claire Duvivier, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le thème du voyage en science-fiction
est très développé. Et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que j'ai peur de spoiler, mais j'ai vraiment bien aimé ce livre, encore une fois. J'en ai fait tout un vlog dessus. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir davantage sans être totalement spoilé. Ça valide donc cette sous-catégorie, le globe. Ultime sous-catégorie au Cocorico Challenge, c'était Feu de camp. Et il fallait lire un livre en lien avec les légendes, la tradition orale et les contes. Et j'ai lu La Cité diaphane d'Anouk Faure, qui était dans mes deux piles à lire, la pile du Cocorico Challenge et la pile de la palle ultime, vu que les deux challenges se chevauchaient. Et donc je l'ai lu, je me laisse encore un peu de temps pour savoir ce que j'en ai pensé. C'est une lecture qu'il faut que je digère réellement parce que je l'ai fini. Donc je suis allée au bout de cette expérience de lecture, ma foi, très particulière. J'avais l'impression de lire un trip d'une autrice qui avait pris une substance particulière et à chaque fois je me disais oh, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que je vais pas abandonner parce que c'est tellement perché que moi je suis pas là. Et de l'autre côté je me disais c'est du génie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est incroyable comment tout s'emboîte, comment on a des révélations, l'univers construit. Et toute ma lecture, j'ai oscillé entre les deux, sans trop savoir, sans que je sache encore maintenant. Et je sais même pas comment le résumer, parce que c'est un livre qui foisonne de symboles, qui foisonne de références internes au livre. J'ai un peu l'impression qu'il fait un cercle sur lui-même, et qu'en fonction de comment on aborde ce récit, on pourrait ne pas lire le même récit. Bref, je me laisse un petit peu de temps pour méditer ça et je vous en reparlerai un petit peu mieux. Enfin, je vais essayer dans mon bilan lecture du mois de novembre parce que c'est une lecture déroutante. Donc voilà. Et sinon, j'ai validé donc le quatrième menu, à savoir Grain Academia. J'avais un pouvoir vu qu'on avait le droit de choisir un pouvoir et j'avais pris celui de la WAC Academia qui était, si on lisait deux sous-catégories, la troisième était automatiquement validée. Donc en fait, c'est une réussite. Voilà, il y a un petit peu de tricherie, mais c'est une réussite. Et franchement, je pensais pas réussir parce que j'ai mis un temps fou à commencer à lire des livres de SFFF francophones. Et une fois que j'avais filmé ma palle, je ne lisais que des livres de SFFF anglophones. Et j'étais là, Aurélie, t'as pas compris le concept. Mais finalement, je l'ai validé et je suis vraiment très contente d'avoir pu aussi échanger sur pas mal de lectures. Et je referai avec grand plaisir ce challenge l'année prochaine. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo bilan challenge vous aura plu. J'espère que si vous avez participé au Cocorico Challenge, vous avez pu avancer comme vous l'avez souhaité ou en tout cas imaginé. J'espère que vous avez fait de bonnes découvertes livresses. N'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça je les lirai très prochainement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et encore merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Au revoir!